Donc après avoir terminé les types de brassage chromosomique et leur rôle, on va passer maintenant à l'étude des lois statistiques et en commençant par l'étude de la transmission d'un couple allélique chez les diploïdes, ce qu'on appelle le monohybridisme. Et avant de commencer l'étude des lois statistiques, donc on doit savoir premièrement pourquoi on va étudier les lois statistiques. C'est quoi l'intérêt des lois statistiques? Donc les lois statistiques servent à étudier la transmission des caractères génétiques, c'est-à-dire de comprendre le mode de transmission d'un caractère génétique donné. Par exemple, si on a un croisement comme suite, deux souris qui sont les deux grises et qui ont donné des descendants composés de 5 souris grises et 2 souris blanches. Donc on peut poser la question ici, pourquoi exactement 5 souris grises et 2 souris blanches? Est-ce qu'on peut prévoir ces résultats-là? Pourquoi on a dans cette génération ici, on a des souris blanches alors que les deux parents sont des parents grises? Donc, à travers l'étude des lois statistiques, on aurait capable d'expliquer tel résultat. D'autres exemples qui vont nous permettre d'expliquer de plus. Donc, l'exemple de deux drosophiles. Donc, les drosophiles, ce sont des animaux qui possèdent des caractères qui sont faciles à étudier. Donc, un croisement entre deux drosophiles qui a donné des descendants qui sont distribués selon ces pourcentages-là. Donc, on a des variations au niveau des ailes. Donc, on a des ailes longues et d'autres ailes courtes, ou bien on l'appelle des ailes vestigiales. Et la couleur du corps. On a la couleur du corps qui est un petit peu gris et l'autre qui est gris foncé ou bien noir. Donc, pourquoi on a obtenu 25% des drosophiles à corps noir et des ailes courtes et on a obtenu 25% des drosophiles à corps gris et des ailes courtes et des ailes longues, etc., etc. Donc, à travers l'étude des lois statistiques, on doit expliquer ces résultats, on doit comprendre ces résultats. Donc, vous pouvez remarquer à travers ces deux exemples que, dans le premier exemple, on a remarqué un seul caractère génétique qui est la couleur. Donc, on n'a pas par exemple, on n'a pas étudié la longueur du fourrure ou bien la couleur des yeux ou bien d'autres caractères. Donc, on se focalise sur uniquement la couleur du corps. Donc, ici, on est en train d'étudier un caractère génétique. Donc, on parle ici de monohybridisme. Donc, on est en train d'étudier la transmission d'un couple allélique. Un caractère génétique couple allélique, c'est-à-dire l'allèle responsable sur la couleur grise et l'allèle responsable sur la couleur blanche. Donc, ce sont deux allèles de même caractère. Donc, on est en train d'étudier un caractère représenté par deux allèles. Donc, c'est le monohybridisme. Dans l'autre exemple, donc, on se focalise sur deux caractères à la fois. Donc, la longueur des ailes et la couleur du corps. Donc, ici, on est en train d'étudier deux couples alléliques. Le couple allélique des ailes courts et des ailes longues et le couple allélique corps gris et corps noir. Donc, on parle ici de dihybridisme puisqu'on est en train d'étudier la transmission de deux caractères génétiques, chaque caractère représenté par un couple allélique. Donc, on va commencer tout d'abord par, bien sûr, monohybridisme, c'est-à-dire l'étude d'un caractère génétique. Donc, l'étude de monohybridisme ou bien de la génétique généralement, des lois statistiques généralement. Donc, dans certaines sources on dit des lois mendéliennes. Mendélien, c'est pour Mendel, un scientifique qui a commencé l'étude de la génétique à travers l'étude des petits pois. Donc, Mendel, elle a cultivé des petits pois et elle a remarqué, donc c'est la plante des petits pois, donc elle a remarqué que certaines plantes possèdent des graines, donc ici on dit des grains, sans E à la fin, ou des graines, donc les deux sont justes. Donc, elle a remarqué que ces plantes-là possèdent des graines qui sont lisses, des graines rondes, des graines tout à fait lisses. Et quand elle laisse ces plantes s'autoféconder, donc on parle ici de l'autofécondation, c'est-à-dire elles fécondent eux-mêmes, c'est-à-dire des croisements au sein d'une même plante, ou bien de la même plante. Donc, elle a remarqué que ces plantes-là, elles reproduisent toujours des plantes, lorsqu'ils cultivent ces plantes-là, elles reproduisent toujours des plantes à graines lisses. C'est-à-dire,
en laissant les plantes s'autoféconder. Auto, c'est pour le soi. Auto-féconder, la fécondation, c'est croisement ou bien fécondation. Donc, si elle laisse les plantes s'autoféconder, elle remarque qu'elle donne toujours les mêmes caractères, ou bien le même caractère qui est des graines lisses. Elle a appelé cette plante-là, ou bien cette lignée de plantes, elle l'a appelée lignée pure à graines lisses. Donc, on parle de lignée pure si la plante donne toujours le même caractère génétique en cas d'autofécondation. C'est-à-dire qu'elle n'est pas hybridée avec une autre plante, mais elle se féconde avec eux-mêmes ou bien dans la même population. Donc ici, elle a remarqué aussi, donc elle cultive beaucoup de plantes, donc elle a remarqué qu'il existe d'autres lignées qui possèdent des graines rides. Et elles possèdent le même caractère, c'est-à-dire qu'elles transmisent le même caractère d'une génération vers l'autre qui est des graines rides. Donc, elle a parlé ici de lignées pures à graines rides. Donc, si on a séparé les lignées pures à graines lisses des lignées pures à grains rides, donc on va remarquer que les deux donnent toujours le même caractère génétique. Donc ici, Mendel a pensé à ce croisement. Le premier croisement que Mendel a réalisé, donc je m'excuse ici le premier et non pas le premier. Donc le premier, je m'excuse. Donc le premier croisement que Mendel a réalisé, c'est qu'elle a essayé d'hybrider les deux lignées, c'est-à-dire de croiser les deux lignées. La lignée pure à grains lisses et la lignée pure à grains rides. Donc elle a réalisé le croisement suivant. Donc elle a cultivé des plantes de lignée pure à grains lisses et elle a fécondé ces plantes par des lignées pures à grains rides. Elle a obtenu dans la première génération, toutes les graines sont lisses. Donc on remarque ici que les grains lisses, c'est le caractère de l'un des deux parents. Mendel, à travers ce croisement-là, donc elle a réalisé le croisement en utilisant des caractères différents. Donc elle a utilisé la couleur des fleurs, elle a obtenu les mêmes choses. Elle a utilisé par exemple la longueur du tige, elle a utilisé par exemple la couleur des graines, etc. Donc toujours, elle obtient les mêmes résultats. S'il a croisé deux lignées pures, elle obtient une génération qui est composée totalement de l'un des caractères parentaux. Et à travers ces remarques-là, elle a posé sa première loi qui est la première loi de Mendel. Si les deux parents sont de lignée pure, les descendants seront homogènes. Donc Mendel nous a expliqué que si on a obtenu une génération qui est homogène, c'est-à-dire qu'elle est composée de mêmes caractères. Ici, on a trouvé toutes les graines lisses. C'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé des mélanges entre les grains lisses et les grains rides. Donc, on a trouvé que la génération elle est composée entièrement des grains lisses. Donc, Mendel, elle a dit que si la génération était homogène, c'est-à-dire formée de mêmes caractères génétiques, donc les deux parents sont de lignée pure. À l'inverse, si on prend deux parents de lignée pure, donc elles donnent obligatoirement des descendants homogènes, c'est-à-dire des descendants qui sont composés de mêmes caractères génétiques. Et c'est la première loi de Mendel. Donc on a déjà dit que l'intérêt des lois statistiques, c'est d'expliquer les résultats des croisements. C'est de comprendre le mode de transmission des caractères génétiques. Donc on va essayer maintenant d'étudier ou bien de comprendre ces résultats qu'on a obtenus ou bien que Mendel a obtenus durant ces expériences. Donc pourquoi on a obtenu ici toutes les graines lisses, même si les deux parents, l'un a des graines lisses et l'autre a des graines rides. Donc si on comprend bien la partie précédente, on sait que ce qu'on a ici, c'est une reproduction sexuée. C'est une reproduction qui a nécessité deux parents de sexes différents. Ici, une plante va participer par les graines de pollen, qui sont les gamètes mâles, et l'autre va participer par l'ovule, qui est le gamète femelle. Donc ici, une plante sera le mâle et l'autre sera la femelle. Peu importe quel est le mâle et quelle est la femelle, donc peu importe.
et on aura des descendants. Donc ici, on est en train d'étudier une reproduction sexuée. Et on a déjà étudié le schéma général de la reproduction sexuée. C'est celle-là. Donc par exemple, ici, on a une femelle qui a participé par un gamète et un mâle qui a participé par un gamète. Et à travers la fécondation, donc ici, les gamètes sont produits par la méiose, et à travers la fécondation, on a formé l'œuf, et l'œuf, il se prolifère pour donner le nouveau individu ou bien les nouveaux individus. Donc ici, il est représenté pour l'homme, mais c'est la même chose pour les grains d'œufs ou bien pour les petits pois. Donc ici, la plante mâle va produire un gamète et la plante femelle, en fait des gamètes et non pas un seul gamète. Donc la plante mâle va produire des gamètes à travers la méiose. La plante femelle va produire des gamètes à travers la méiose. Et à travers la fécondation entre les deux, elles vont former des œufs et les œufs vont se proliférer pour donner cette génération composée de toutes les graines lisses. Donc ici, chaque graine, elle est issue d'un œuf. Donc chaque graine, elle est issue d'un œuf. Donc on va essayer d'expliquer ce croisement-là à travers le schéma de reproduction. Donc s'il vous plaît, je sais que ça va être un petit peu différent de ce que vous avez déjà étudié, mais j'essaie d'utiliser cette méthode-là pour éviter les lacunes que je trouvais chez certains élèves, dues à une malcompréhension ou bien mal explication peut-être de cette partie. Donc suivez avec moi s'il vous plaît pour éviter d'avoir des lacunes de savoir. Donc ici, on va essayer d'expliquer ce croisement-là à travers ce schéma de reproduction sexuelle. Donc on a ici deux individus. Je vais représenter une cellule pour la lignée pure à graines lisses et une cellule pour la lignée pure à graines rides. Donc ici, je représentais le couple allélique arbitraire, donc le couple allélique aléatoirement, qui porte le gène responsable ou bien l'allèle responsable de la forme lisse des graines. Donc la forme lisse des graines est un caractère génétique codé par un gène représenté par un allèle. Et ici, pour la lignée pure, j'ai représenté le couple allélique qui porte l'allèle responsable sur la forme ride. Mais pourquoi on a mis ici dans les deux chromosomes l'allèle responsable sur la forme lisse? Pourquoi dans les deux chromosomes on a mis l'allèle responsable sur la forme lisse? Donc c'est parce que ces deux parents sont de lignée pure. Et puisqu'elles sont de lignée pure, donc elles portent que l'allèle responsable de leur phénotype ou bien de leur caractère qui apparaît. Donc ici, puisque cette plante elle est de lignée pure, donc il contient obligatoirement l'allèle responsable de la forme lisse dans le premier chromosome et le même allèle dans l'autre chromosome homologue. Et même chose pour l'autre plante. Donc, ces deux plantes vont produire des gamètes à travers la méiose. Donc, la méiose, on a déjà vu que la méiose est composée de deux divisions successives. La division réductionnelle et la division équationnelle. Durant la division réductionnelle, les deux chromosomes homologues vont se séparer. Donc, on est en train maintenant d'expliquer comment ces deux plantes vont produire les gamètes afin de produire cette génération. Donc, ces deux plantes, les deux gamètes ou bien les deux chromosomes homologues vont se séparer dans deux cellules filles. Puis, on aura la division réductionnelle, bien la division équationnelle, où chaque chromosome va se séparer, va se diviser en deux. Bien sûr, les deux chromatides sœurs sont formées parfaitement des mêmes allèles. Donc, si on a trouvé l'allèle responsable de la forme lisse ici, l'autre chromatide sœur va porter encore le même allèle responsable de la couleur, bien de la forme lisse, puisqu'elle provient d'une réplication d'ADN qui conserve exactement la même information génétique. Donc ici, pour la première plante, toutes les gamètes produits, ou bien tous les gamètes produits, portent obligatoirement l'allèle responsable sur la forme lisse.
Donc, tous les gamètes portent l'allèle responsable sur la forme lisse. Et pour l'autre plante, tous les gamètes produits vont porter l'allèle responsable sur la forme ride. Et à chaque fois, la première plante et la deuxième plante vont participer par un gamète pour chacune. Donc, quel que soit le gamète qui va participer dans la fécondation, dans tous les cas, on aura la même possibilité de rencontre entre l'allèle responsable de la forme lisse qui provient de plantes de lignée pure à grains lisses et l'allèle responsable sur la forme ride qui provient de la plante de lignée pure à graines rides. Donc cette possibilité, c'est la même possibilité qu'on aura dans tous les gamètes ou bien dans toutes les possibilités de fécondation. Donc toujours, la plante de lignée pure à grains lisses va participer par un gamète qui porte l'allèle lisse. Et la plante responsable ou bien la plante de lignée pure à grains rides va participer par un gamète qui porte l'allèle ride. Et dans l'œuf, ici la fécondation, dans l'œuf, on aura l'allèle lisse et l'allèle ride. Et l'œuf va se proliférer en donnant une graine, ou bien un grain, selon le concept. Donc, en donnant une graine. Ici, et tous les grains, ou bien toutes les graines qu'on a produites ici, qu'on a produites dans cette génération, donc elles proviennent de même façon. Donc, ils sont produits de même façon. C'est-à-dire que toutes les graines de cette génération portent à la fois l'allèle lisse et l'allèle ride. L'allèle lisse qui provient de cette plante et l'allèle ride qui provient de cette plante. Mais pourquoi ces plantes-là ou bien ces graines-là apparaissent sous la forme lisse? Est-ce que l'allèle ride a disparu? Donc la réponse c'est non. Donc l'allèle ride, elle est toujours là, mais on dit qu'elle est récessive. Donc on parle ici d'un allèle dominant, c'est lui qui apparaît, et un allèle récessif, donc c'est lui qui a été dominé, c'est-à-dire qu'il n'a pas avoir la capacité, ou bien qu'il n'a pas la capacité de s'exprimer sous forme de caractère qui apparaît sur les graines. Donc ici, puisque les deux allèles sont portés par cette génération, donc l'allèle qui apparaît, donc c'est l'allèle dominant, et l'autre, elle est toujours là, elle est toujours, on peut dire, fonctionnaire, mais elle ne peut pas apparaître en présence de l'autre allèle dominant. Donc, elle est appelée allèle récessif. Donc, on parle ici de monohybridisme, le cas de la dominance absolue. Et on va détailler les autres cas après. Bien sûr, si à chaque fois on a un croisement et on a essayé d'expliquer ce croisement à travers la méthode que j'ai représentée ici, donc ça sera trop compliqué. Et le croisement qu'on a pris ici, c'est un croisement simple. On va encore voir des croisements plus compliqués. Donc cette représentation, ça sera valable pour l'explication, bien pour la première explication uniquement. Après, on va utiliser une représentation différente qui est plus simple et qu'on peut réaliser à chaque croisement. Donc, on va essayer de simplifier cette représentation. On va représenter les mêmes étapes, la méiose et la fécondation, mais de manière plus simplifiée. Donc, au lieu d'écrire les deux parents de cette façon-là, donc on écrit ce qu'on appelle les phénotypes. Les phénotypes, c'est-à-dire le caractère qui apparaît. Donc ici, la première plante, elle est de graines lisses, donc on écrit comme ça. Entre crochets, L grand L pour la première lettre du caractère qui est lisse. Donc ici, on a représenté la première plante, L, de manière simplifiée. Donc, ce symbole-là signifie que c'est la plante responsable ou bien c'est la plante qui a des graines lisses. Et la plante qui a des graines rides, vous pouvez remarquer que j'ai représenté maintenant la lettre en minuscule. Donc, toujours, on représente le dominant en majuscule et le récessif en minuscule. Au lieu d'écrire les allèles de cette façon-là, au lieu de dessiner toute la cellule avec les chromosomes et avec les allèles, donc il suffit de décrire ce qu'on appelle les génotypes. Les génotypes,
représente les chromosomes. C'est le chromosome A. Au lieu de dessiner cette forme qui est compliquée, donc on désigne le chromosome A. Le chromosome A se forme de cette ligne verticale. Horizontale, je m'excuse. Et on distingue que le chromosome A porte l'allèle L. Donc, c'est l'équivalent de ce schéma-là, le chromosome A qui porte l'allèle lisse. Donc, qui porte l'allèle L responsable sur la forme lisse. Et le chromosome A' porte aussi l'allèle L. Pour l'autre, c'est la même chose. L'allèle, ou bien le chromosome A porte l'allèle R, et le chromosome A' porte l'allèle aussi petit r. Maintenant, on va représenter les gamètes. Donc, vous pouvez remarquer que les 4 gamètes que j'ai représentés ici portent le même allèle, qui est l'allèle responsable sur la forme lisse. Donc, je ne vais pas représenter 4 gamètes qui portent tous les mêmes allèles. Donc, je vais représenter une version du gamète qui est le gamète L. Donc, pour la plante L, lisse, elle va produire un gamète L. Et pour la plante ride, R, elle va produire un gamète R. Et je vais représenter la fécondation. Donc, la fécondation va permettre la formation d'une génération F1. Ben, c'est plus logique qu'on dit G1, la génération 1, mais Mendel a nommé la première génération F1 pour la génération Phi 1. Donc, la génération Phi. Donc, c'est pour cela F1. Donc, ici, la rencontre entre les deux allèles va nous permettre de former des œufs qui portent l'allèle L et l'allèle R. Pourquoi on a écrit ici 100%? C'est-à-dire que c'est la seule possibilité. On n'a pas d'autre possibilité. Même si ces deux plantes ont produit 1000 graines, donc les 1000 graines vont suivre les mêmes processus. Donc c'est 100% qu'on aura cette possibilité-là, L sur L. Et puisque l'allèle L sur R, et puisque l'allèle L est dominant, donc elle apparaît dans le phénotype de cette génération. La représentation qu'on a fait ici, qui est une représentation plus simplifiée que la première, elle est appelée l'interprétation chromosomique. Donc l'interprétation chromosomique, c'est une méthode de représentation qui est plus simple et qui permet d'expliquer les différentes étapes de la reproduction sexuée afin d'expliquer les résultats d'un croisement. Après, Mendel a pensé d'aller plus loin. Donc, ici, c'est la représentation, ou bien l'interprétation chromosomique de premier croisement. Et Mendel a pensé à réaliser un deuxième croisement. Ce croisement-là consiste à croiser deux plantes de cette génération-là, F1, entre eux. Ou bien la même plante par l'autofécondation. Donc ici, une plante à grains lisses de cette génération, qui provient de cette génération-là, F1, avec une autre plante de même génération, F1. Elle a obtenu dans ce croisement-là 75 des graines lisses et 25%, 75% et 25% des graines rides. Donc ici, Mendel a pensé que le caractère des graines rides n'a pas disparu, mais elle est encore dans ces plantes de la génération F1, mais elle est cachée. C'est pour cela qu'elle a réalisé sa deuxième loi, qui est la deuxième loi de Mendel. Elle a dit que chaque gamète porte uniquement un facteur génétique. On parle maintenant de l'allèle. Et elle est donc pure. Donc Mendel a pensé que lors de la reproduction, les caractères se séparent. Ou bien les allèles se séparent, les facteurs génétiques se séparent. C'est pour cela, elle a dit, la deuxième loi de Mendel, elle nommait encore la ségrégation des caractères, ou bien la pureté des allèles. Donc ici, Mendel a dit que les gamètes, lors de la production des gamètes, lors de la transmission de l'information génétique, les deux allèles se séparent. Et donc, chaque gamète va porter uniquement une version de chaque gène, c'est-à-dire elle va porter un allèle pour chaque gène. Donc, cette loi, elle est très utile lors de sa découverte, mais pour nous maintenant, on sait déjà que chaque gamète porte un seul allèle, comme on a vu dans la méiose. Donc, elle est moins importante que la première loi de Mendel.
Donc on va essayer comme on a déjà fait pour le premier croisement. Donc on va faire pour le deuxième croisement. Donc on va essayer d'expliquer, d'interpréter comment on a obtenu 75% des graines lisses et 25% des graines rides. Donc on représente premièrement les phénotypes. Donc les deux plantes ici utilisées dans le croisement, ce sont des plantes lisses. Donc le phénotype sera L fois L. L, croisement, L. Les génotypes, c'est-à-dire les allèles portés. Donc on sait que cette génération, ou bien que les deux plantes proviennent de cette génération. Et cette génération F1 porte l'allèle L sur l'un des chromosomes et l'allèle petit r sur l'autre chromosome. Donc leur génotype sera grand L sur petit r pour les deux plantes. Grand L qui provient de ce père-là de lignée pure et petit r qui provient de ce père-là de lignée pure. Donc ce sont des plantes de la génération F1. Maintenant, lors de la production des gamètes, comme Mendel a dit, les allèles vont se séparer. C'est-à-dire que les deux chromosomes, comme on a vu lors de l'anaphase 1, les deux chromosomes homologues s'éloignent et se séparent. Lors de la séparation des chromosomes, le premier chromosome va produire le gamète L, alors que le deuxième chromosome va produire le gamète R. Et même chose pour l'autre plante. Maintenant, quelles sont les possibilités de fécondation? Chez le premier parent, on a deux types de gamètes, c'est-à-dire si elle a 100 gamètes, donc 50 gamètes portent l'allèle L et 50 gamètes portent l'allèle R. Même chose pour l'autre parent, bien pour l'autre père. Ici, on a plusieurs possibilités de fécondation entre les deux gamètes et non pas comme le premier croisement où on a un gamète ou bien un type de gamète pour le père 1 et un type de gamète pour le père 2. Donc il y en a une seule possibilité de fécondation entre les deux gamètes, c'est L avec R. Mais maintenant on a plusieurs possibilités, soit L avec L, soit L avec R. Donc quand je dis soit, c'est-à-dire il y a des cas où on aura la rencontre entre L et L, et il existe des autres cas, on aura la fécondation entre L et R, R et L, et R et R. Donc, à travers l'observation des types de gamètes, on sait que c'est un petit peu difficile de déterminer ou bien de déterminer l'ensemble des possibilités ou bien des cas possibles de fécondation entre les deux parents ou bien les deux types de gamètes. C'est pour cela qu'on doit réaliser un tableau. Ce tableau-là, il est à double entrée ou bien à deux entrées. Donc, elle a des cellules verticales et des cellules horizontales. Dans les cellules verticales et horizontales, on va représenter les types de gamètes. Par exemple, on va représenter dans ces cellules-là les gamètes de ce parent et on va représenter dans ces cellules-là le gamète de l'autre parent. Et comme ça, on va enfermer la totalité, l'ensemble des possibilités de fécondation entre les gamètes des deux parents. Donc, on va représenter les deux gamètes de premier parent et les deux gamètes de deuxième parent dans ces deux cellules. Et puisqu'on a deux types de gamètes, donc la possibilité de fécondation de chaque gamète sera de 1 sur 2. Donc, dans 50% des cas, ce père-là va participer par le gamète L. Et dans 50% des cas, ce père-là va participer par le gamète R. Et même chose par l'autre parent. Par l'autre père, je dis des parents puisqu'on a plusieurs plantes. Donc on va essayer maintenant de représenter les rencontres entre ces types de gamètes. Donc ici, rencontre entre L et L. Ici, rencontre entre L et R, toujours le dominant en haut et le récessif en bas. Ici, le rencontre entre L et R. Ici, le rencontre entre R et R. Puisqu'on a ici le même allèle L sur L, donc on dit ici que c'est un génotype homozygote pour les deux allèles sont L.
Donc, les plantes qui vont être issues de cette possibilité vont être de type L, lisse. Ici, on a la rencontre entre L qui provient du premier parent et R qui provient du deuxième parent, mais R est récessif, donc c'est L qui va apparaître dans le phénotype. Même chose pour ce rencontre-là, alors que pour le dernier cas, donc on n'a que l'allèle récessif, donc maintenant l'allèle récessif, elle est en homozygote, donc elle va apparaître dans le phénotype. En calculant les pourcentages ici, donc on a 4 possibilités de fécondation, ou bien 4 cas de fécondation. C'est-à-dire, chaque fécondation va se passer, va avoir lieu 50% des fois, ou bien 25% des fois. C'est-à-dire, 25% des graines produites seront L sur L. Et 25% seront L sur R, 25% L sur R et 25% R sur R. Si on compte les graines qui seront L, donc ce sont les graines qui ont L sur L ou L sur R. Les deux vont donner le phénotype L. Donc c'est 3 cas sur 4. Donc dans 3 casiers, dans 3 cellules, on aura le phénotype L. 3 sur 4, c'est l'équivalent de 25%. Pour l'allèle R, 1 sur 4, donc c'est ici 75%, ici c'est l'équivalent de 25%. Ce qu'on a réalisé maintenant, c'est ce qu'on appelle l'échiquier de croisement. Donc l'échiquier de croisement, c'est un tableau qui représente les différentes possibilités de croisement entre plusieurs types de gamètes qui proviennent de 2 parents différents. Donc, à travers les résultats qu'on a obtenus ici, on a pu expliquer les résultats obtenus par Mendel lors du deuxième croisement. Donc, après avoir étudié toutes ces notions, on doit s'arrêter un petit peu avec une application. Et on va exploiter cette application pour définir des notions importantes qui sont la notion de croisement test, ou bien test cross, et rétrocroisement, ou bien rétrocross. Donc, on va commencer cette application en prenant l'énoncé afin de comprendre le mode de transmission de la longueur du tige chez les petits pois. On réalise les croisements suivants. Donc, premier croisement entre une plante à tige longue et une autre à tige courte donne une génération F1 formée de toutes les plantules à tige longue. Donc maintenant, dans le premier cas, on a déjà étudié le caractère de la forme des graines, lisses et rides. Maintenant, on est en train d'étudier la longueur des tiges. Donc ici, des plantes à tige longue avec des plantes à tige courte. Elles ont donné des plantules toutes à tige longue. On a réalisé un deuxième croisement entre les plantules de la génération F1, comme Mendel a déjà fait. Donc F1 fois F1. Entre eux, F1 fois F1, donne une génération F2, donc la deuxième génération, la génération Phi2, donc la deuxième génération, formée de 771 plantules à tige longue et 270 plantules à tige courte. Donc ici, on a les résultats en chiffres. Et on doit savoir comment transformer les chiffres en pourcentage afin de les comparer avec les résultats qu'on va obtenir dans l'échiquier de croisement. Croisement 3, c'est le rétrocroisement. Entre une plante de la génération F1, c'est-à-dire cette plante de la génération obtenue ici F1, à tige longue, avec une plante à tige courte, donne une génération F1' composée de 50% plantules à tige longue et 50% plantules à tige courte. Je note ici que le rétrocroisement, donc il est très peu utile dans le monohybridisme, donc il est plus utile dans le cas de dihybridisme. Je vais expliquer ce que ça veut dire le rétrocroisement après.
puisqu'elle est liée avec quel est l'allèle dominant, quel est l'allèle récessif, on n'a pas encore déterminé quel est l'allèle récessif, quel est l'allèle dominant. Donc, lorsqu'on va étudier quel est l'allèle récessif et quel est l'allèle dominant dans l'exemple ou bien dans cette application, donc je vais revenir sur la notion de rétrocroisement et je vais l'expliquer en détail. Croisement 4, c'est le test cross ou bien le croisement test entre deux plantules A et B de la génération F2. Donc, dans ce croisement-là, on prend deux plantules aléatoirement. Donc, on a obtenu ici, dans la génération, on a obtenu dans la génération F1, 771 plantules à tige longue. Donc, on prend deux plantules de manière aléatoire. On nomme la première A et on nomme la deuxième B. Les deux sont à tige longue. La plante A et la plante B sont à tige longue et les deux proviennent de la génération F2 à l'origine de ces 771 plantules. La plante A donne, j'ai pas encore terminé, donc à tige longue avec une plante à tige courte, c'est-à-dire on a réalisé un croisement entre la plantule A, bien la plante A, avec une plante à tige courte et avec la plante B et une plante à tige courte. Le croisement où on a utilisé la plante A, elle a donné une génération composée de 100% plantules à tige longue, alors que la plante B donne une génération composée de 50% plantules à tige courte et 50% plantules à tige longue. On va commencer les questions. Premièrement, que déduisez-vous des résultats du premier croisement? Deuxièmement, en vous servant de l'échiquier de croisement, expliquez les résultats du deuxième croisement. Troisièmement, donnez l'interprétation chromosomique du croisement 3. Et dernièrement, donnez, en justifiant votre réponse, le génotype des deux plantes A et B. Donc, on va essayer de répondre à ces 4 questions. Bien sûr, vous pouvez mettre en pause et essayer de répondre à ces 4 questions tout seul. Donc, on va commencer par la première question. Que déduisez-vous des résultats du premier croisement? Donc, on revient au premier croisement et on va essayer de déterminer qu'est-ce qu'on peut conclure à travers ce croisement. Ici, prière, s'il vous plaît, 100 fois, 1000 fois, s'il vous plaît, ne mets pas dans les questions ou bien dans les réponses, dans les conclusions, que c'est le cas de monohybridisme. Ça veut dire rien de dire que c'est le monohybridisme. Oui, c'est clair, c'est le monohybridisme. Donc, on est en train d'étudier un caractère génétique, donc c'est le monohybridisme. Est-ce que vous pensez que vous aurez des points supplémentaires sur cette conclusion banale que c'est le cas de monohybridisme? Bien sûr que non. Donc, s'il vous plaît, lorsqu'on doit conclure quelque chose d'un croisement, donc on ne dit pas est-ce qu'il s'agit de monohybridisme ou de dihybridisme. C'est trop banal. Donc ici, on doit extraire les conclusions depuis le croisement 1. Donc on a réalisé entre une plante à tige longue, une autre à tige courte, donne une génération F1 formée de toutes les plantules à tige longue. Première conclusion qu'on peut faire, c'est que la génération F1, elle est homogène, puisqu'elle est formée de toutes les plantules à tige longue, donc elle n'est pas mélangée, donc on n'a pas plusieurs caractères, donc le même caractère, le même phénotype qui est les tiges longues. Donc on conclut que, puisque les individus de la génération F1 sont homogènes, les deux parents sont donc de lignée pure. C'est-à-dire que les deux parents qu'on a utilisés dans ce croisement-là, donc on dit ici entre une plante à tige longue et une autre à tige courte. Donc ces deux parents utilisés, à tige longue et à tige courte, ce sont deux lignées pures, puisqu'elles donnent des descendants homogènes. Deuxième conclusion qu'on peut faire, c'est que la génération F1 a porté le phénotype tige longue. Donc, l'allèle responsable du tige longue, représenté par L,
est dominant sur l'allèle responsable du tige court représenté par petit l. Pourquoi on n'a pas représenté ici court par petit c? C'est plus logique. Donc la première lettre c'est petit c. Donc ça aussi permet de représenter les caractères récessifs par la même lettre du caractère dominant mais en minuscule. Et souvent, dans les exercices des examens nationaux, vous aurez les symboles à utiliser ou bien les lettres à utiliser. Gardez s'il vous plaît toujours que l'allèle dominant va être représenté par des lettres majuscules et l'autre va être représenté par des lettres minuscules. Donc, on a répondu ici à la première question. Donc, il y en a deux conclusions. Les parents de lignée pure et l'allèle dominant, c'est l'allèle des tiges longues. On passe maintenant à la deuxième question. En vous servant de l'échiquier de croisement, expliquez les résultats du deuxième croisement. Donc, on va expliquer les résultats du deuxième croisement à travers l'échiquier de croisement. Donc, ici, il n'est pas demandé l'interprétation chromosomique, mais si on a représenté l'interprétation chromosomique, les phénotypes, les génotypes, les gamètes, etc., donc ce sera encore juste. Mais on doit obligatoirement réaliser l'échiquier de croisement puisqu'il est demandé dans la question de réaliser l'échiquier de croisement. Donc, pour le croisement 2, entre les plantes de la génération F1, entre eux. Donc, les plantes de la génération, de cette génération à tige longue, entre eux. Donc, pour réaliser l'échiquier de croisement, on a besoin de savoir les gamètes produits pour chaque paire. Donc, dans l'échiquier de croisement, on représente dans les entrées, on représente les gamètes de chaque parent, de chaque paire. Donc, on doit savoir quels sont les gamètes produits par les deux parents. Afin de déterminer les gamètes produits pour chaque paire, on doit déterminer le génotype, puisque le génotype, c'est lui qui détermine les types de gamètes. Si le père, elle est homozygote, c'est-à-dire qu'il porte le même allèle dans les deux chromosomes, elle va donner un gamète, un type de gamète. Ici, le père, elle est hétérozygote, c'est-à-dire elle porte deux allèles différents dans les deux chromosomes, donc elle va donner deux types de gamètes. Pour la génération F1, on sait qu'elles sont des individus hybrides, puisqu'elle provient de deux parents, comme on a dit ici, de deux parents de lignée pure. Donc, les plantes de cette génération F1 vont porter obligatoirement l'allèle responsable de tige longue, qui provient de paires de lignée pure à tige longue, et l'allèle responsable de tige court, qui provient du père qui porte le tige court et qui est de lignée pure. Donc, les descendants de la génération F1, comme on a vu pour la forme des grains, donc ils vont porter obligatoirement l'allèle L et l'allèle petit l, puisqu'il provient de deux parents de lignée pure, l'un à tige longue et l'autre à tige court. Donc ils vont porter les deux allèles. Puisqu'elles sont hétérozygotes, c'est-à-dire elles portent deux allèles différents, donc lors de la production des gamètes, lors de la séparation des deux chromosomes homologues, chaque paire va produire deux gamètes, le gamète L et le gamète petit l, et par ça on peut réaliser l'échiquier de croisement de cette façon-là. Donc ici, elle va représenter, ou bien ici, les gamètes de premier parent, et ici le gamète de deuxième parent, puisque les deux ce sont des individus de la génération F1. Et à travers l'échiquier de croisement, on peut déterminer les résultats obtenus. Donc pour petit l, c'est une possibilité sur 4, c'est-à-dire 25%. Pour grand L, c'est 3 possibilités sur 4, c'est-à-dire 75%. Maintenant, est-ce que les résultats obtenus ici expliquent les résultats obtenus dans le croisement? Donc, dans le croisement, la génération F2 est composée de 771 plantules à tige longue et 270 plantules à tige court. Maintenant, on a ici en chiffres et on a ici bien en nombre et on a ici en pourcentage. On doit transformer ces chiffres-là ou bien ces valeurs-là en pourcentage. Donc, c'est assez simple. Donc, le pourcentage de 771, c'est 771
divisé sur la somme des deux nombres, c'est-à-dire divisé sur 771 plus 270, fois 100, c'est-à-dire le nombre sur le nombre total fois 100. Et le pourcentage de 270, c'est 270 divisé sur 771 plus 270 fois 100. Et en comparant les deux pourcentages, donc j'ai déjà calculé le pourcentage, donc en calculant les deux pourcentages, donc on va remarquer qu'elles sont un petit peu très proches des pourcentages qu'on a obtenus ici, donc 25% et 60%. Et donc l'échiquier de croisement qu'on a réalisé ici explique les résultats obtenus dans le croisement 2. Passons maintenant à la troisième question. Donnez l'interprétation chromosomique du deuxième croisement, ou bien du croisement 3. Donc ici, dans le croisement 3, on a appelé rétrocroisement. Pourquoi on dit ici rétrocroisement? Donc ici, entre une plante de la génération F1 à tige longue avec une plante à tige courte. Les plantes à tige courte, elles représentent le phénotype de l'un des parents. Donc, les parents utilisés dans le croisement 1, l'un des parents porte le phénotype court. Et maintenant, on a réalisé un croisement entre les descendants et l'un des parents. Donc, entre l'un des descendants de la génération F1, comme ici, de la génération F1, à tige longue, avec une plante à tige courte, qui est l'un des parents. C'est pour cela qu'on appelle rétro. C'est quelque chose qui est rétro, c'est-à-dire quelque chose qui revient à l'arrière. Donc ici, on peut appeler aussi croisement retour. Donc, un individu de la génération F1 avec l'un des parents qui est récessif, les tiges courtes. Donc F1 avec un récessif appelé un rétrocroisement. Donc rappelez-vous bien, rétrocroisement signifie un individu de la génération F1 en croisement avec un individu récessif, qui représente l'un des parents. Donc à tige longue avec une plante à tige courte donne, donc ce croisement-là donne une génération F1 composée de 50% plantules à tige longue et 50% plantules à tige courte. Dans la troisième question, il est demandé de donner l'interprétation chromosomique. L'interprétation chromosomique commence par les phénotypes. Donc les phénotypes ici, L qui provient de la génération F1 et petit l pour l'individu à tige courte. Donc F1 fois tige courte. Donc L pour les individus de la génération F1 et petit l pour l'autre individu à tige courte. Les génotypes. L'individu à tige courte, donc elle porte le phénotype récessif. Donc elle va être obligatoirement homozygote de lignée pure qui porte uniquement l'allèle récessif. Si elle porte un autre allèle qui est le dominant, donc elle ne va pas avoir le phénotype petit l. Donc puisqu'elle a le phénotype petit l, c'est-à-dire qu'il porte uniquement l'allèle petit l. Donc L sur L. Pour l'autre plante, elle provient de la génération F1 et les individus de la génération F1 ont le génotype L, grand L sur petit l. Donc elle va être représentée grand L sur petit l. Puisque le premier individu a, ou bien il est homozygote, donc il produit, même lors de la séparation des deux gamètes, homologue, donc elle produit le même gamète petit l. Alors que l'autre paire, elle produit deux gamètes grand L et petit l. Et lors de rencontre entre les deux gamètes, donc on aura la première possibilité L avec petit l, 50%, L sur petit l, et la deuxième possibilité L avec grand L, c'est-à-dire L sur L en 50%. Si on a réalisé l'échiquier de croisement, donc on va représenter le premier gamète ici et on va représenter les deux autres gamètes ici. Et en calculant les pourcentages, on aura 50% pour petit l et 50% pour grand L. Et ça explique les résultats obtenus dans le croisement 3. En passant maintenant au croisement 4. Donnez, en justifiant votre réponse, le génotype
des deux plantes A et B. Donc maintenant, dans le croisement 4, on a utilisé deux plantes A et B de manière, ou bien qui provient aléatoirement de ces 771 plantules à tige longue. Et on sait que ces 771 plantules à tige longue, qui représentent 75% de la génération, proviennent de trois possibilités, ou bien de deux possibilités. Donc, à l'intérieur, ou bien au sein de ces 75 plantes à tige longue, on aura 25% qui ont, ou bien qui sont homozygotes, L, grand L sur grand L, et on aura 50%, 25% plus 50%, ça fait 75%. Et on aura 50% des plantules à hétérozygote, grand L sur petit L. Et quand on prend deux plantes de manière aléatoire, on ne sait pas est-ce que les plantes qu'on a prises sont des plantes homozygotes ou des plantes hétérozygotes. C'est-à-dire qu'on a pris des plantes et on sait qu'elles proviennent d'une génération F1, ou bien d'une génération F2, et dans cette génération F2, on a des plantes homozygotes et d'autres plantes qui sont hétérozygotes. Et on ne peut pas déterminer le phénotype à travers, ou bien on ne peut pas déterminer les génotypes à travers les phénotypes. C'est-à-dire, ici, dans ces 771 plantules à tige longue, on aura des plantes à tige, ou bien des plantes homozygotes, et d'autres qui sont hétérozygotes. Et on ne peut pas distinguer entre les deux à travers le phénotype. Donc, lorsqu'on prend deux plantules, A et B, on ne sait pas quel est l'homozygote et quel est l'hétérozygote. Est-ce qu'elles sont les deux hybrides, c'est-à-dire hétérozygotes, ou bien les deux sont homozygotes? Donc, on ne sait rien. On sait seulement qu'elles sont des plantes à tige longue. Mais le génotype, elle est inconnu. C'est pour cela qu'on appelle ce type de croisement test-cross, ou bien croisement-test. C'est-à-dire comme un test qu'on réalise afin de déterminer le génotype d'un individu. Donc ici, les deux plantes sont un génotype inconnu et on a réalisé ce croisement afin de déterminer le génotype de la plantule A et le génotype de la plantule B. Donc, c'est un test cross. C'est un croisement test qui servent à déterminer, qui vise à déterminer les génotypes des deux plantules A et B. Et pour déterminer les génotypes des deux individus A et B, donc on croise chaque individu avec un récessif. Donc, on va réaliser un croisement entre A et entre une plante à tige court, récessif, et entre B et une plantule à tige court, récessif. Donc, à travers le croisement entre l'individu avec génotype inconnu et un individu récessif, on peut déterminer le génotype d'un individu inconnu. Donc, on va essayer maintenant de déterminer le génotype de la plantule A et le génotype de la plantule B, comme elle est demandée dans la question 4. En justifiant notre réponse, bien sûr. Donc, commençons par la plante A. Donc, la plante A, en cas de croisement avec une plante à tige court, récessif, elle donne une génération composée de 100% plantules à tige longue. Selon la première loi de Mendel, si les descendants sont homogènes, c'est le cas là, donc 100% plantules à tige longue, les deux parents sont de lignée pure. Quels sont les deux parents de cette génération-là formée de 100% plantules à tige longue? Donc, bien évidemment, c'est la plantule A et la plante à tige court. Donc, les deux plantules, la plantule A, ou bien la plante A et la plante à tige court, les deux sont de lignée pure puisqu'elles donnent une génération homogène. Donc, la plante A, elle est de lignée pure, c'est-à-dire elle est homozygote. Donc, pour la plante A, puisqu'elle a produit une génération homogène, elle est donc de lignée pure à génotype grand L sur grand L. Lignée pure, c'est-à-dire homozygote, le même allèle dans les deux chromosomes. Maintenant, pour la plante B. Pour la plante B, alors que la plante B donne, en croisement avec des plantes à tige court, donne une génération composée de 50% plantules à tige court et 50% plantules à tige longue.
De même façon qu'on a interprété le génotype de la plante A, on peut interpréter le génotype de la plante B. Comment ça? Puisque les descendants ici sont hétérogènes, donc elles sont mélangées, il y a des plantes à tiges courtes et il y a encore des plantes à tiges longues, donc ce n'est pas une génération homogène. Lorsqu'on a une génération hétérogène, l'inverse de homogène, donc hétérogène, donc soit les deux parents ou au minimum l'un des parents est hétérozygote. Donc puisque la génération n'est pas homogène, donc les deux parents ne sont pas de lignée pure. Donc l'un des parents, bien les deux ne sont pas de lignée pure. Dans le cas qu'on est en train d'étudier, l'un des parents est récessif. Donc il est obligatoirement de lignée pure. Le récessif, il est toujours de lignée pure. S'il porte un autre allèle, donc l'allèle dominant va apparaître. Donc, puisqu'on a l'apparition de l'allèle récessif, c'est-à-dire qu'il existe en deux versions, c'est-à-dire qu'il existe seul dans la cellule. Donc ici, l'un des parents, il est de lignée pure, et les descendants sont hétérogènes. Donc, c'est l'autre parent qui n'est pas de lignée pure. Donc, l'autre parent, c'est la plante B. C'est-à-dire que la plante B n'est pas de lignée pure, c'est-à-dire B sur, ou bien qu'elle est hétérozygote. Elle porte deux allèles différents, grand L et petit L. Et on peut interpréter le phénotype ou bien le génotype de la plante B de manière différente. Puisqu'on a obtenu dans la génération 50% des plantules à tiges courtes, donc les plantules à tiges courtes portent deux allèles à tiges courtes. Donc on a déjà dit que ces plantes-là sont de lignée pure. Toujours le récessif est de lignée pure. Donc 50% des plantules à tiges courtes sont des plantes ou bien des plantules de lignée pure puisqu'elles sont récessives. Et puisqu'elles sont de lignée pure, donc elles portent le même allèle dans les deux chromosomes, c'est-à-dire qu'elles portent deux versions de l'allèle petit l. L'une des versions provient du père à tige court et l'autre version provient de qui? Elle provient de la plante B, puisque la plante B est l'un des parents de ces descendants qui sont récessifs. Donc ces descendants qui sont récessifs, elles ont obtenu obligatoirement un allèle qui provient de la plante B, un allèle récessif qui provient de la plante B. C'est-à-dire que la plante B, elle a un allèle récessif. Donc, pour la plante B, puisqu'elle a donné des individus récessifs, donc les deux parents portent l'allèle récessif. L'individu récessif porte deux versions de l'allèle. Chaque version provient de l'un des parents, c'est-à-dire que les deux parents portent l'allèle récessif. Et le génotype est donc grand L sur petit l. Et comme ça, on a terminé l'application et on va passer à certains cas particuliers dans le cas de monohybridisme. Donc, on passe maintenant à certains cas particuliers dans le cas de monohybridisme. Donc, ces cas particuliers sont souvent traités en cas de déhybridisme, mais on doit connaître premièrement les bases dans le cas de monohybridisme pour être bien préparé pour le cas de déhybridisme. Donc, on va étudier ces cas particuliers à travers des croisements. Par exemple, ce croisement-là entre des plantes à fleurs rouges avec des plantes à fleurs blanches. Donc, normalement, dans les croisements précédents, on trouve toujours que la première génération, si bien sûr les deux parents sont de lignée pure, la première génération prend le phénotype de l'un des deux parents. Mais dans ce croisement-là, on va remarquer que la première génération F1 a des fleurs à couleur rose. Et on peut remarquer facilement que la couleur rose est une couleur intermédiaire entre la couleur rouge et la couleur blanche. Donc ici, on est en train d'étudier un cas particulier, c'est-à-dire que la génération F1 ne prend pas le phénotype de l'un des deux parents, mais elle prend un phénotype qui est intermédiaire entre les deux phénotypes parentaux. Donc on parle ici de l'apparition d'un phénotype intermédiaire entre les deux phénotypes parentaux. Donc ce cas particulier, il est appelé le cas de codominance. Donc le cas de codominance, la codominance signifie que la génération F1 prend un caractère qui est intermédiaire entre les deux caractères parentaux. Et dans ce cas particulier, si on a réalisé le deuxième croisement, c'est-à-dire le croisement entre F1 et F1, on obtient une génération composée de 25% des fleurs roses, des fleurs rouges, 25% des fleurs blanches
et 50% des fleurs roses. Donc, ce sont les résultats obtenus lors de croisement F1 fois F1 en état de codominance. Donc, si dans un croisement, on a trouvé que la génération F1 prend un caractère intermédiaire, donc on dit que c'est le cas de codominance. Lorsqu'on dit le cas de codominance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un allèle dominant et un allèle récessif, on peut dire que les deux allèles sont dominants. C'est-à-dire lors du rencontre entre les deux allèles, donc il n'y a pas un allèle qui apparaît, l'autre qui disparaît, ou bien l'autre qui est dominé, mais les deux allèles apparaissent à la fois et en donnant un caractère intermédiaire. Bien sûr que ici, il y a beaucoup plus de détails, mais on ne va pas détailler ce cas pour ce niveau-là. On a un autre cas particulier, par exemple, dans ce cas-là, donc on a terminé avec la codominance, on dit qu'il n'y a pas un allèle dominant, il y a un allèle récessif. Donc si les deux allèles se trouvent dans la même cellule, donc les deux vont apparaître dans le phénotype sous forme de caractère intermédiaire. Passons maintenant au deuxième cas particulier. Donc c'est le cas du croisement, par exemple ici, entre deux cerise, une cerise grise et une cerise jaune. Ce croisement a donné une génération F1 composée de 50% des cerises jaunes et 50% des cerises grises. Donc, les résultats de ce croisement sont relativement des résultats qui sont normaux. Donc, les résultats ici représentent une génération qui est hétérogène, qui n'est pas homogène. Donc, les deux parents ne sont pas de lignée pure. Et quand je dis que les deux parents ne sont pas de lignée pure, ça veut dire pas que les deux parents ne sont pas de lignée pure, mais il suffit que l'un des parents soit hétérozygote, c'est-à-dire soit hybride, et non pas de lignée pure. Donc, ça suffit pour que la génération soit hétérogène. Donc, puisque ici, la génération elle est hétérogène, donc les deux parents, l'un des deux parents n'est pas homogène. N'est pas homozygote, c'est-à-dire n'est pas de lignée pure. Donc, les résultats ici donc, ne représentent aucun cas particulier. Mais lorsqu'on fait un croisement entre les cerises jaunes, donc les cerises jaunes entre eux, donc elles donnent une génération. Maintenant, attention s'il vous plaît. Donc, on a fait... Ici, on a obtenu 50% des souris jaunes. Et parmi ces souris jaunes, on a réalisé un croisement entre deux souris, mâles et femelles. Les deux sont jaunes, les deux de la génération F1. Donc, on est en train de réaliser un croisement entre jaune et jaune. Donc, les résultats obtenus sont distribués comme suit. Donc, 2 sur 3 des souris à couleur jaune et 2 sur 3 des souris à couleur grise. Donc maintenant, ces résultats représentent un cas particulier. Premièrement, avant d'étudier le cas particulier, on doit déterminer dans ce croisement-là, donc on prend le croisement comme une application, donc dans ce croisement-là, on doit déterminer quel est l'allèle dominant et quel est l'allèle récessif. Donc, dans les cas précédents, toujours dans la génération F1, on obtient le phénotype de l'un des deux parents et on dit que l'allèle responsable de ce phénotype est dominant. Mais dans ce croisement-là, la génération F1, on a obtenu les deux phénotypes. Le phénotype responsable ou bien l'allèle responsable de la couleur jaune et l'allèle responsable de la couleur grise. Donc, on ne peut pas déterminer, d'après le premier croisement, on ne peut pas déterminer quel est l'allèle dominant, quel est l'allèle récessif. Et on ne peut pas dire que c'est le cas de codominance. Ça veut dire pas que c'est 1 sur 2, donc c'est l'état de la codominance, mais puisqu'on n'y a pas un phénotype qui est intermédiaire. Par exemple ici, rouge et blanche, donc ils ont donné des fleurs qui sont roses. Maintenant, on n'a pas un phénotype qui est mélange entre la couleur jaune et la couleur grise. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de codominance, mais il y a la dominance absolue. C'est-à-dire, il y a un allèle dominant et il y a un allèle récessif. Mais les résultats de premier croisement ne permettent pas de déterminer quel est l'allèle dominant, quel est l'allèle récessif. Alors que le deuxième croisement permet. Donc, le deuxième croisement, il a été réalisé entre deux cerises gris, ou bien deux cerises jaunes. Donc, les deux cerises jaunes ont donné 1 sur 3 des cerises grises. Donc, l'apparition des cerises grises dans les descendants, alors que les deux parents sont de couleur jaune, donc signifie que l'allèle responsable sur la couleur grise, elle a été cachée chez les parents. Et l'allèle qui se cache, c'est l'allèle récessif. Donc l'allèle récessif, c'est l'allèle responsable de la couleur grise. Puisqu'elle était absente chez les deux parents, donc les deux parents sont les deux, je parle de phénotype, donc les deux parents sont les deux de couleur jaune. Et ils ont donné, ces deux parents jaunes ont donné
des descendants grises. Ça veut dire que l'allèle responsable sur la couleur grise, elle a été présente chez les deux parents, mais elle a été cachée, elle a été dominée par l'allèle responsable sur la couleur jaune. Donc on peut dire maintenant que l'allèle responsable sur la couleur jaune est dominant et l'allèle responsable sur la couleur grise est récessif. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore expliqué le cas particulier qui existe dans ce croisement-là. Donc, il y a un cas particulier, mais je n'ai pas encore entamé le cas qui existe dans ce croisement-là. Donc, on doit déterminer d'abord les génotypes de chaque individu. Pour bien expliquer, on doit déterminer les génotypes de chaque individu. Donc, bien sûr, on va commencer par les individus à phénotype récessif, puisque les individus à phénotype récessif, ce sont toujours de lignées pures. Donc, pour les souris grises, ils seront petit g sur petit g. Pourquoi g? Donc, l'allèle dominant, c'est jaune, grand G, et l'allèle récessif, c'est petit g. Et petit g sur petit g, je ne me suis pas trompé ici en écriture de G, mais c'est spécialement représenté petit g comme jaune, mais ici en minuscule. Donc petit g sur petit g, puisqu'ils sont de lignées pures, ils portent le phénotype récessif, et les individus qui portent le phénotype récessif sont toujours de lignées pures. Donc petit g sur petit g ici, même chose pour ces individus et même chose pour ces individus. Maintenant, pour les individus à couleur jaune. Maintenant, ce croisement-là a donné une génération hétérogène. Et puisque la génération hétérogène, donc l'un des parents ou les deux sont pas de lignée pure. Et puisque la souris grise, elle est sûrement de lignée pure, donc c'est la souris jaune qui n'est pas de lignée pure. C'est pour cela que la génération n'était pas homogène. Donc la souris jaune n'est pas de lignée pure, donc elle est grand G sur petit g, c'est-à-dire hétérozygote, puisqu'elle a donné une génération hétérogène. Maintenant, pour la génération, bien pour ces 50% des souris obtenues dans la génération F1. Même explication, puisque les descendants sont hétérogènes, donc les descendants ne sont pas homogènes, donc ces individus ne sont pas de lignée pure, donc elles portent l'allèle dominant et l'allèle récessif. Et on peut expliquer bien sûr autrement, puisque ces individus ont donné des souris grises, c'est-à-dire ils ont donné l'individu récessif, donc l'individu récessif nécessite la rencontre entre deux allèles récessifs. L'un des allèles récessifs provient de l'un des parents et l'autre provient de l'autre parent. Donc de l'autre parent parce que toujours on réalise plusieurs croisements à la fois. Donc ici, elle a obtenu un allèle depuis le père 1 et elle a obtenu l'autre allèle depuis le père 2. Donc les deux pères utilisés dans ce croisement portent l'allèle récessif. Donc, elles portent obligatoirement l'allèle récessif. Donc, elles seront grand G sur petit g. Pour les individus ici, donc, on n'a pas de descendants. Donc, c'est 2 sur 3. Donc, on n'a pas de descendants. Donc, on ne peut pas déterminer clairement est-ce qu'elles sont de lignée pure ou bien hybrides. Donc, elles peuvent être grand G sur grand G ou grand G sur petit g. Donc, on ne peut pas déterminer puisqu'on n'a pas encore assisté les croisements ou bien les descendants de ces individus-là. Maintenant, dans ce croisement-là, exactement dans ce croisement-là, il y a un cas particulier. Donc, suivez avec moi attentivement, s'il vous plaît. On a les deux parents utilisés ici. Les deux portent le phénotype ou bien le génotype grand G sur petit g. Donc, les deux parents utilisés dans ce croisement-là, jaune fois jaune, donc les deux parents utilisés dans ce croisement-là vont produire, elle va produire deux gamètes. Le gamète qui porte l'allèle grand G et le gamète qui porte l'allèle petit g. Et si on a réalisé l'échiquier de croisement de ce croisement-là, donc l'échiquier sera de cette façon-là. Donc, on a deux parents de même génotype. Les deux vont produire le gamète grand G et le gamète petit g. Les deux vont produire le gamète grand G, petit g. Et si on calcule le résultat, donc les résultats qu'on doit obtenir, c'est grand G. Pour grand G, 3 sur 4, ça fait 75%. Pour petit g, 1 sur 4, ça fait 25%.
alors que les résultats obtenus dans cette génération-là sont différents des résultats qu'on a obtenus à travers l'échiquier de croisement. Donc ici, même si que les deux parents ont produit, deux gamètes, grand G et petit g, les descendants sont distribués sous forme de 1 sur 3 et 2 sur 3, et non pas de 3 sur 4 et 1 sur 4. Donc on sait maintenant que certains individus ont été perdus. Donc puisque ici les résultats sont transformés de 1 sur 3, donc on compte sur 3. Ici on compte sur 4. Donc l'une de ces possibilités n'a pas été réalisée. C'est-à-dire l'une de ces cellules doit être éliminée. C'est-à-dire que les individus de l'une de ces cellules-là vont être éliminées, c'est-à-dire elles vont être, ou bien elles meurent avant la naissance. Maintenant, on doit déterminer quel est l'allèle, ou bien quelle est la cellule qui doit être éliminée pour qu'on équilibre les résultats entre les résultats obtenus dans le croisement et les résultats obtenus dans l'échiquier de croisement. Donc, la cellule qui doit être éliminée, c'est la cellule grand G sur grand G. Donc, je m'excuse, je n'ai pas donné trop des explications. Je vais un petit peu simplifier les choses puisque je vais accélérer un petit peu dans cette partie parce que c'est pas trop important de savoir les détails de ce cas particulier, mais uniquement de savoir comment déterminer ce cas et comment traiter ce cas. Donc ici, on a éliminé cette cellule grand G sur grand G puisque si on a éliminé cette cellule grand G sur petit g, donc elle est similaire avec cette cellule-là. Donc on doit éliminer les deux. Et dans ce cas, les résultats vont être représentés sur 2, puisqu'on a éliminé 2 cellules. Et si on a éliminé cette cellule petit g sur petit g, donc les individus petit g sur petit g doivent être éliminés. Ce n'est pas le cas dans les résultats expérimentaux. C'est pour cela que la seule possibilité qui reste, c'est l'élimination de cette cellule grand G sur grand G. Et en éliminant cette cellule de grand G sur grand G, les résultats se transforment en 2 sur 3 pour grand G, ici et ici, 2 cellules à l'origine de 3 cellules. Et ici, 1 sur 3, une cellule à l'origine de 3 cellules. Et maintenant, les résultats sont conformes avec les résultats obtenus dans l'expérience. Mais pourquoi on a éliminé cette cellule? Pourquoi on a éliminé les individus de cette cellule? Donc ici, on parle de cas du gène létal. Les individus qui sont le résultat, ou bien on parle des œufs, puisqu'ils ne sont pas développés, ne sont pas nés ou bien ils ne subissent pas l'embryogénèse, ils ne sont pas nés. Donc ici, les individus, ou bien les œufs, qui sont les résultats de grand G sur grand G, c'est-à-dire où on a le rencontre entre deux gamètes qui portent les deux l'allèle G, ces individus, ou bien ces œufs, ne vont pas se développer et elle va provoquer ce génotype, elle va provoquer la mort de ces individus avant la naissance. Ce gène létal, il est indiqué par l'apparition des résultats théoriques différents des résultats expérimentaux distribués en 2 sur 3 et 1 sur 3 au lieu de 3 sur 4 et 1 sur 4. C'est-à-dire, si on a observé dans un croisement, ces pourcentages-là, 2 sur 3, bien sûr, on peut transformer 2 sur 3 en pourcentage. Ça fait 66%, 66,6%. Et 1 sur 3, ça fait 33,33%. Donc ici, la transformation des données ou bien des résultats, depuis 75% à 66%. Et depuis 25% à 33,3 ici 6%. Donc ces pourcentages-là indiquent qu'il y a un gène létal. Et toujours, le gène létal, c'est l'allèle dominant sur l'allèle dominant. Donc, si on est en train d'étudier le gène létal, le cas du gène létal, donc on doit réaliser l'échiquier de croisement s'il est demandé et on doit éliminer la cellule où il y a le gène létal, c'est-à-dire l'allèle dominant sur l'allèle dominant. Dans certains cas, il y a des indices sur la mort de certains individus avant la naissance. Donc, dans l'exercice, il a intégré une phrase ou bien une remarque où ils disent qu'il y a des individus qui sont morts avant la naissance. Donc, ça reste un indice clair qu'il y a un gène létal. Mais l'argument qu'on peut utiliser, c'est les résultats ou bien les pourcentages des résultats. Si on a trouvé 1 sur 3, 2 sur 3, donc directement on conclut qu'il y a un gène létal. Le dernier cas particulier qu'on va étudier, c'est celle-là.
Par exemple, on représente un premier croisement entre des drosophiles mâles de lignée pure à yeux blanches avec des drosophiles femelles de lignée pure à yeux rouges. On obtient des résultats 100% à yeux rouges, des mâles et des femelles, 100% à yeux rouges. Donc, dans ce croisement-là, rien n'est particulier. Donc, les deux parents sont de lignée pure, il est écrit ici, donc ce sont les deux de lignée pure, mâle et femelle, les deux sont de lignée pure. On a obtenu des générations homogènes. L'allèle responsable sur la couleur rouge des yeux est dominant sur l'allèle responsable sur la couleur blanche des yeux. Donc, tout à fait normal, comme les résultats ou bien comme les croisements qu'on a déjà réalisés. Mais le cas particulier apparaît lorsqu'on réalise ce croisement-là. Donc, on prend cette fois des mâles de lignée pure à yeux rouges. Maintenant, c'est les mâles qui sont à yeux rouges. Dans le premier croisement, on prend des mâles à yeux blanches. Maintenant, on prend des mâles à yeux rouges et des femelles à yeux blanches de lignée pure. Normalement, dans les cas précédents, lorsqu'on étudie un croisement, on ne dit pas quel est l'individu mâle et quel est l'individu femelle, parce que c'est pareil, c'est la même chose. Même si on a inversé les caractères entre les mâles et les femelles, on obtient les mêmes résultats. Donc ici, on a inversé les caractères entre les mâles et les femelles. Donc on parle ici de croisement réciproque. Le croisement réciproque signifie le croisement où on va inverser les résultats entre les mâles, ou bien on va inverser les phénotypes entre les mâles et les femelles d'un premier croisement. Donc toujours le croisement réciproque, c'est le deuxième croisement. C'est-à-dire le croisement qui vient après un premier croisement déjà réalisé. Donc on réalise un croisement, puis on réalise un croisement réciproque, c'est-à-dire on inverse les résultats entre les mâles et les femelles. Bien sûr, on n'inverse pas comme ça littéralement entre les mâles et les femelles, mais on prend d'autres mâles de yeux rouges et d'autres femelles de lignée pure de yeux blanches. Donc ici, lorsqu'on a inversé les résultats, dans tous les cas précédents, si on a inversé les résultats, on obtient les mêmes résultats de premier croisement. Mais dans ce cas-là, le cas où on est en train d'étudier, donc on a trouvé que lorsqu'on a inversé les caractères entre les mâles et les femelles, c'est-à-dire lorsqu'on a réalisé le croisement réciproque, on obtient 50% des femelles à yeux rouges et 50% des mâles à yeux blanches. Maintenant, ces résultats représentent un cas particulier. Pourquoi? Premièrement, parce qu'on a obtenu des résultats différents lors de croisements réciproques. Donc, lorsqu'on a réalisé le croisement réciproque, on obtient des résultats différents. Alors que dans le cas normal, dans le cas non particulier, dans le cas normal, on doit obtenir les mêmes résultats obtenus lors de premier croisement. Deuxième chose qu'on doit remarquer, c'est très important, c'est que ici, les descendants ne sont pas homogènes. Donc, on parle des 50% des individus à yeux rouges et 50% des individus à yeux blanches. Donc, on a un mélange. Il y a deux couleurs ici. Les individus se divisent en deux catégories. Il y a des femelles à yeux blanches et il y a des mâles à yeux rouges. Donc, ici, il y a une génération qui est hétérogène, qui n'est pas homogène. Même si que les deux parents sont de lignée pure. Donc, les mâles ici sont de lignée pure. Les femelles sont de lignée pure, donc les deux parents sont de lignée pure. Et malgré que les deux parents sont de lignée pure, les descendants sont hétérogènes. Donc on peut parler ici de cas particuliers de la première loi de Mendel. La première loi de Mendel dit que si les deux parents sont de lignée pure, donc les descendants seront homogènes. Maintenant on parle d'un cas particulier, de la loi de Mendel. Donc même si les deux parents sont de lignée pure, les descendants sont hétérogènes. Et c'est un cas particulier qu'on n'a pas déjà étudié. Donc, un cas particulier, descendants hétérogènes, même si les deux parents sont de lignée pure. Très bien. Et on peut remarquer une autre remarque, c'est que ici, seulement, dans cette génération F1, seulement les femelles qui ont des yeux rouges. Et on n'a pas des mâles qui ont des yeux rouges. Et seulement les mâles qui ont des yeux blanches. Et on n'a pas des femelles qui ont des yeux rouges ou bien des yeux blanches. Donc on parle ici de la distribution des phénotypes selon le sexe. C'est-à-dire que les femelles portent exclusivement, dans cette génération bien sûr, dans cette génération,
portent exclusivement les yeux rouges. C'est-à-dire que toutes les femelles, elles ont des yeux rouges. Et tous les mâles, elles ont des yeux blanches. Donc les caractères ou bien les phénotypes sont distribués selon le sexe. C'est-à-dire que le caractère distingue entre les sexes. Les femelles portent le phénotype rouge. Les mâles portent le phénotype blanche. Donc dans ce cas-là, on parle d'un gène lié au sexe, c'est-à-dire un gène qui est porté sur un chromosome sexuel. Donc on a déjà étudié les types de chromosomes et je vous ai dit que dans chaque individu, il y a des chromosomes qui sont nommés des chromosomes autosomales, qui sont communs entre les mâles et les femelles. Et il y a d'autres chromosomes qui sont des chromosomes sexuels qui distinguent entre les mâles et les femelles. Ces chromosomes sexuels, ce sont les chromosomes X et Y. Pour la femelle, on trouve XX. Pour le mâle, on trouve XY. Donc ici, si on a trouvé ces indices-là, ou bien l'un de ces indices, par exemple, si on a trouvé des résultats différents lors de croisements réciproques, ou on a trouvé des descendants hétérogènes, même si les deux parents sont de lignée pure, ou on a trouvé une distribution qui dépend du sexe, donc on parle ici de cas de gènes liés au sexe. C'est-à-dire que le gène qu'on est en train d'étudier, elle est situé sur un chromosome sexuel, exactement le chromosome X, qui est commun entre les mâles et les femelles. Maintenant, ça change quoi si le gène est porté sur un chromosome sexuel? Donc, ça change trop dans les représentations. On va essayer de réaliser la représentation, bien l'interprétation chromosomique pour le premier croisement. On commence par les phénotypes et on détermine qui est le mâle et qui est la femelle. Maintenant, on a pris ici des mâles de lignée pure à yeux blanches. Donc, blanche avec petit b. On peut représenter petit r, mais j'ai choisi ici de représenter petit p. B puisqu'il est récessif. L'allèle responsable sur la couleur rouge, elle est dominant. Donc ici, R des femelles, ce symbole représente les femelles et ce symbole représente les mâles. Donc femelle à yeux rouges et mâle à yeux blanches. Puisque le gène est porté sur l'allèle X, ou bien sur le chromosome X, donc le génotype du mâle va être X qui porte l'allèle B et Y qui est vide. Donc l'homologue de X chez les mâles, c'est Y. Donc rappelez-vous bien, chez le mâle, il y a des chromosomes autosomales, plus des chromosomes non sexuels, plus X et Y. Si le gène est porté sur X, donc Y sera vide. Donc Y ne porte pas ce gène étudié. Alors que chez les femelles, donc on écrit X qui porte l'allèle R et X qui porte aussi l'allèle R puisque elle est de lignée pure. Donc ici le mâle va garder un gamète ou bien un chromosome Y qui ne porte pas l'allèle étudié. Puisque le mâle ici elle a deux choix lors de la séparation de ces deux chromosomes homologues X et Y, donc ce ne sont pas des chromosomes homologues, mais leur compartiment ou bien leur comportement il est comme des chromosomes homologues. Donc ils se séparent et ils s'éloignent lors de l'anaphase. Pour la méiose. Donc lors de la séparation des deux gamètes X ou bien des deux chromosomes X et Y, l'un va former un gamète qui porte XB, le chromosome X qui porte l'allèle B, et un autre gamète Y qui ne porte pas le gène étudié. Alors que la femelle, lorsque les deux chromosomes vont se séparer, donc les deux vont produire le même type de gamète qui est les gamètes qui portent le chromosome X qui porte l'allèle R. Lors du rencontre, donc on aura deux possibilités de rencontre. Soit Y avec X qui porte R, donc on aura des mâles, Y qui provient du père mâle et X qui provient du père femelle. Donc le rencontre entre Y mâle et XR femelle va donner des mâles, puisqu'il y a XY, des mâles qui portent l'allèle R, qui portent une version de l'allèle R, et l'autre chromosome, c'est le chromosome Y qui reste vide. Dans l'autre possibilité, on rencontre entre X qui porte l'allèle B avec X de la femelle qui porte l'allèle R. Donc le rencontre entre ces deux gamètes va former des femelles XX, des femelles
qui portant l'allèle R qui provient de la mère et qui portant l'allèle B qui provient du père. 2X, donc ce sont des femelles. On va essayer de même façon d'expliquer le croisement réciproque. Donc ici dans le phénotype, les mâles, elles portent l'allèle R, alors que les femelles portent, ou bien le phénotype R et les femelles portent le phénotype petit p. Même chose, puisque le gène il est lié au sexe, donc pour les mâles, X qui va porter l'allèle R et Y qui reste vide. Alors que pour les femelles, elles ont deux chromosomes X, donc les deux vont porter l'allèle étudié B sur B. Le mâle va produire deux gamètes, X qui porte l'allèle R et Y qui reste vide. Et pour l'autre, la femelle, elle produit un seul type de gamète qui est X, le chromosome X qui porte l'allèle B. Maintenant, on a deux choix, deux possibilités, X, X, R sur B ou bien Y, X, B sur Y. Donc, j'ai choisi de réaliser un échiquier de croisement, même si ce n'est pas nécessaire, mais pour éclairer un petit peu les choses. Donc maintenant, la femelle, elle a produit un gamète. Donc, le pourcentage de ce gamète, c'est 100%, c'est 1. Donc, toujours, ce gamète sera présent dans la possibilité de fécondation. Alors que le mâle a produit deux gamètes, X qui porte l'allèle R et Y qui est vide. Le rencontre entre X du mâle qui porte l'allèle R et X de la femelle qui porte l'allèle B va donner une femelle ou bien des femelles qui portent XR qui provient du père et XB qui provient de la mère. Donc, elles seront de phénotype R, de pourcentage 50%. Donc, ce sont ces femelles 50% à yeux rouges. Alors que dans l'autre possibilité, XB qui provient de la mère va se rencontrer avec Y qui provient du père. Et dans ce cas-là, on aura X qui porte l'allèle B qui provient de la mère et Y qui provient du père. Et dans ce cas-là, ils seront des mâles XY, donc des mâles à phénotype B de pourcentage 50%. Donc c'est le résultat obtenu ici, 50% des mâles à yeux blanches. Et comme ça, on a terminé les cas particuliers qui existent dans le cas de monohybridisme. Et comme ça, on a terminé cette partie de monohybridisme.